Je m'appelle Élie Lévy, j'ai 67 ans, je suis architecte urbaniste de formation et ce soir je vais vous parler d'une école préparatoire et d'orientation pour ceux qui cherchent leur voie. Retenez bien, elle s'appelle le LIFT, Fabrique de talent. Je ne vais pas vous décrire son programme, son cursus, à peine ses méthodes, mais vous trouverez tout cela sur le web. Par contre, je vais vous raconter une histoire. Pourquoi et comment le LIFT a été créé. C'est l'histoire d'une passion pour l'enseignement et c'est l'histoire d'une mission pour l'éveil. Comme je suis timide, émotif et perfectionniste, je ne vais pas quitter ce papier. Ce ne sont ni les livres, ni les statistiques qui m'ont amené au constat navrant du taux élevé d'échecs scolaires et de leurs causes. Depuis que j'ai quitté les bancs de l'école, j'accompagne des jeunes adultes dans l'enseignement supérieur. C'est donc à force d'expérience, d'observation et de discussion que j'ai pris la mesure du décalage sans cesse croissant entre la structure de l'école, ses programmes cloisonnés, ses méthodes un peu archaïques d'enseignement et le désir pourtant très vif qu'ont les jeunes d'apprendre, de comprendre et de se réaliser dans un monde en pleine mutation. Par ailleurs, l'école ne se caractérise pas par son empathie, ni l'attention qu'elle porte à la diversité des personnalités qui la fréquentent. Pourtant, il n'y a pas de connaissance possible sans connaissance et acceptation de soi. Il n'y a pas d'ambition envisageable sans avoir fait le tour de ses propres potentialités et des motivations qui la soutiennent. Il n'y a pas de choix possible sans avoir un minimum de connaissance et de compréhension du monde dans lequel on évolue. Un enseignant, c'est un expert qui se souvient des difficultés qu'il a eues avant d'être expert. Car la transmission ne peut se faire qu'en expliquant le chemin. On ne peut pas comprendre ni instruire si on n'a pas connu l'échec. Et surtout, comment en tirer des conclusions pour s'en relever. Je m'appelle Élie. J'ai 7 ans. Je joue simplet dans Blanche-Neige et 7 nains. Je suis tétanisé, j'ai oublié mon texte. J'ai le cœur qui bat, je tremble. Tout se brouille. L'esprit, la vue, je pleure. Quelqu'un me tend un mouchoir pour essuyer mes larmes. Because boys don't cry. Et je suis là, penaud, honteux, je quitte la scène, que je retrouverai plusieurs fois encore, mais comme figurant muet. Je suis timide et personne ne vient à mon secours. Je grandis, j'ai du poil, entre 12 et 15 ans. Tout change, en moi et autour de moi. C'est le chaos. La guerre au Congo est violente et me montre sa laideur. Il n'y a personne pour m'expliquer, pour me dire et m'expliquer tout ce qui se passe, les changements qui opèrent. Mes amis partis en exil, je dois tout reconstruire. Alors moi, qui étais toujours premier de ma promotion, sans comprendre, je vais m'installer avec les grands au dernier rang et j'arrive à dépasser le dernier de classe. Je décroche. Je veux changer de filière, mais là-bas, au Congo, rien ne convient aux ambitions de mes parents. Il me faut un temps pour remonter la pente, presque seul. Une main tendue m'écoute. J'existe. Je reconstruis un nouveau projet. Intuitivement, je sens qu'il est temps que je parte, que je sorte de mon isolement et que je découvre le monde. J'entreprends des études d'architecture pour lesquelles je ne suis pas préparé. Et puis ici, d'autres impératifs m'appellent. Les inégalités sociales, les premières luttes urbaines, le péril nucléaire, les guerres injustes, celle du Vietnam. Tout cela est neuf pour moi et m'interpelle. Je deviens jeune et gentil rebelle. Déçu et désemparé, je me brise dans un parcours chaotique que je suis prêt à abandonner, sans trop savoir quoi faire d'ailleurs, jusqu'à ce qu'un professeur de remplacement, au lieu de m'interroger sur des matières académiques qui, très sincèrement, je ne vois pas très bien l'utilité, moi qui en plus de ça n'ai aucune mémoire, me tend un livre ouvert et me demande d'en lire 3 pages. Je le prends,
au cœur du Troisième Reich, Albert Speer, ministre de la guerre et architecte d'Hitler. Il est question de la responsabilité de l'architecte. Je découvre une discipline aux incidences politiques, économiques, sociales et culturelles. Finalement, n'en est-il pas de même de toute pratique, de tout métier? N'avons-nous pas, par nos pensées, surtout nos actes, une responsabilité et une action possible sur ces différents niveaux? Ça me parle, ça fait sens pour moi. Au terme de 2 heures de discussion, le professeur m'enjoint de ne pas abandonner mes études et d'y m'attendre à la rentrée, quels que soient mes résultats. Il s'appelle Maurice Culot. Nous ne serons pas toujours d'accord, mais il devient mon mentor et mon ami. J'apprends à ses côtés que je dois penser, m'exprimer, communiquer en toute liberté, mais que la liberté a un prix et que cela suppose que je m'interroge, que je prenne des risques, que je cherche et que je vérifie pour être responsable, pertinent, rigoureux et surtout cohérent. Cette prise de conscience, autant que ce don de confiance, change ma vie. Je reprends mes études avec passion et je les termine avec grande distinction. Le jour où je reçois mon diplôme, l'école m'offre un poste d'assistant. D'étudiant, je deviens enseignant ou plutôt accompagnateur et facilitateur de projets. Mes 10 premières années d'enseignement sont centrées sur ce que j'ai appris, ce qui me semble bien, juste et beau, sur la transmission de ce que je lis. Et à la fin de cette période, je donne un cours d'art appliqué au XXe siècle aux étudiants d'architecture intérieure à Mons, et ils sont surpris par la diversité et la simultanéité des courants de pensée qui émaillent le XXe siècle, alors que l'ombre et l'esprit rationnel du Bauhaus planent encore, occupent et dominent les pensées et leur formation. Mais la pensée n'est pas unique. Alors je tente une expérience. Je les mets en relaxation profonde, à même le sol, entre les tables à dessin, dans une sorte d'hypnose ericksonienne. Et je les promène, fermez les yeux, imaginez. D'abord dans une ville, une rue, des bâtiments, un parc, un monument, puis dans une maison, flanquée entre 2 arbres, un hall, un escalier, et enfin dans une chambre, du mobilier, une fenêtre. Elles sont toutes imaginaires et elles ne sont jamais décrites. Et je leur demande de nous ramener, de proposer pour chaque voyage 5 productions, dessins, maquettes, écrits, collages, ce qu'ils veulent, pour partager leur vision. La cage est ouverte. Ils font du hors-piste, ils explorent. Un vent de liberté et de créativité souffle sur les élèves. Une même structure donne lieu à autant de villes, de maisons et de chambres qu'il y a d'élèves. Il n'est plus question de bien ou de mal, de beau ou de laid, mais de s'exprimer intuitivement, librement et sans jugement. Il s'agit d'éveiller leur potentiel créatif et de leur donner confiance en leur capacité à inventer et aussi, pour communiquer, trouver les moyens nécessaires, y compris ceux qu'ils n'ont pas appris. Les étudiants enthousiastes en parlent à d'autres professeurs. L'un d'eux, interloqué par l'exercice qui est proposé, leur dit « Mais c'est n'importe quoi, la prochaine fois, Elie Lévy vous emmènera à la piscine. » Informé de la remarque et piqué au vif, je le vois 2 jours plus tard, il lui rétorque « Cher ami, croyez bien que si j'étais certain de leur apprendre quelque chose à la piscine, je les emmène dans l'heure. Mais je ne suis pas maître nageur. Et je devais songer ultérieurement à la transversalité des savoirs, et que finalement, il y a moyen d'apprendre des tas de choses à la piscine. On peut y enseigner, expérimenter les sciences, principes de Newton, d'Archimède, des vases communicants. On peut y enseigner la chimie, la biologie, la bactériologie, l'anatomie, les règles d'hygiène. On peut apprendre à dépasser ses limites, développer la confiance en soi. Et on peut même parler des problèmes de l'eau dans le monde et des inégalités dans sa répartition, tout en s'amusant et en apprenant à nager. C'est fou ce que c'est riche une piscine, mais comme en fait tout ce qui nous entoure. Cependant, un incident tempère mon enthousiasme. Une étudiante, en larmes, craque pendant qu'elle dessine sa chambre rêvée. Elle se confie à moi. Dans l'ignorance totale de ses condisciples, elle vit un drame et un dilemme. Son père est à l'hôpital à l'article de la mort.
Elle ne l'a plus vu depuis qu'il l'a quittée, lorsqu'elle était à peine une enfant. Elle se demande si elle doit aller le voir ou pas. Moi, je ne suis pas thérapeute. Éclaireur bienveillant, peut-être, mais pas thérapeute. Alors, je n'ai pas de réponse, mais je l'aide à trouver les siennes. Et je comprends à ce moment-là que le parcours d'un étudiant n'est pas étranger ni à son état émotionnel, ni à sa condition physique. Sur ce, je n'ai plus envie de donner des cours cloisonnés, basés sur des livres lus et prémâchés pour des élèves qui, avec un peu de chance, ne retiendront pas grand-chose. J'ai ouvert une brèche, un filon, plein de ressources et de possibles, et je ne me sens pas prêt à explorer. L'école me propose un horaire élargi, une carte blanche, que je décline, et j'envoie à la place une bibliographie à l'attention de mes étudiants. Je poursuis et développe ma carrière d'architecte. Un jour, face à une mission pour laquelle je n'ai aucune compétence, mais alors aucune compétence, un ami me dit « La question n'est pas de savoir si tu sais ou si tu ne sais pas, Élie. La question est de savoir, as-tu envie de le faire ?» Je relève le défi et j'apprends ce que je ne sais pas. Et c'est ainsi que j'ai pratiqué plusieurs métiers, aussi divers et instructifs que passionnants. Retour à l'enseignement, 10 ans plus tard. J'ai 44 ans. Et l'école de la Cambre me confie la direction d'une option. Me vient à l'esprit cette phrase de Hannah Arendt. L'éducation est le point où se décide si nous aimons assez le monde pour en assumer la responsabilité, et de plus, le sauver de cette ruine qui serait inévitable sans ce renouvellement et sans cette arrivée de jeunes et de nouveaux venus. C'est également avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur chance d'entreprendre quelque chose de neuf, quelque chose que nous n'avions pas anticipé, que nous n'avions ni prévu, ni entrevu, mais les préparer d'avance à la tâche de renouveler et réinventer un monde commun et partagé. La réputation de l'atelier me précède. Liberté de pensée et de recherche sont alliées à sévérité, exigence et rigueur que suppose le fait de marcher en dehors des clous. Au professeur accompagné d'un assistant pour encadrer pendant 5 années des jeunes destinés à une carrière créative, je préfère une équipe élargie de 8 personnes, réunies pour leurs compétences et non pour la similitude de nos points de vue, bien au contraire. Je me rends compte aussi de la rapidité avec laquelle le monde change au rythme de l'obsolescence de certaines matières enseignées. On ne peut pas tout apprendre dans une école. Alors être autonome, en phase avec soi-même et les autres, à l'écoute des changements rapides et imprévisibles, se doter de la capacité de décoder pour les anticiper et s'adapter sont les conditions indispensables pour vivre et construire le monde demain qui évolue avec célérité au point que l'on prévoit qu'avant 20 ans, écoutez bien, on prévoit qu'avant 20 ans, 70% des métiers qui seront pratiqués n'existent pas encore. Cela veut dire aussi que bon nombre de métiers que l'on pratique aujourd'hui auront disparu. En maître ignorant, j'ai mis en œuvre avec et pour les étudiants des méthodes de travail basées sur l'inversion des rôles classiques, professeur actif, étudiant passif. Cela permet à chacun de s'exprimer pleinement en devenant proactif dans ses apprentissages. Au pouvoir et à l'autorité, je préfère le respect, la confiance, l'estime mutuelle, l'écoute et la collaboration. C'est comme ça qu'on apprend le plus les uns des autres. Et dans mes années de maturité, 3 injonctions identifient l'option. Trust nothing and nobody. Ne croyez rien de ce que l'on vous dit. Vous devez tout vérifier par vous-même. Et vous devez faire des choix que vous devrez ensuite assumer. Mais que cela ne vous empêche pas d'essayer ce que l'on vous propose. Fuck the scale, car l'échelle des interventions n'a aucune importance. Chacune de vos esquisses et actions exprime votre projet de société. Pour chaque proposition, votre responsabilité est engagée, responsabilité politique, économique, sociale et culturelle. Pensez toujours en philosophe. Et enfin, fuck the rules, parce que, bon Dieu, les règles sont faites pour être transgressées. Il n'y a pas de progrès ni d'évolution possible sans cette condition-là. Et demain, j'espère que vous serez non pas des soldats, mais des guerriers qui créent et réinventent les règles en fonction des combats. Et pour vous, les jeunes,
les combats et les défis ne font que commencer. Le résultat de cet enseignement, ce sont des jeunes bien dans leur peau, qui entreprennent leur vie avec gourmandise et s'épanouissent dans une grande diversité de parcours et de pratiques qu'ils choisissent en conscience quand ils ne les ont pas eux-mêmes inventés. Le LIFT, fabrique de talents, école préparatoire et d'orientation, fonde sa pédagogie sur ces expériences. Elle a été créée parce qu'il y a un vide dans l'enseignement secondaire qui ne peut pas être comblé dans l'enseignement supérieur ni universitaire. Le LIFT, c'est cet entre-deux. C'est une école propédeutique où les tuteurs partagent leurs connaissances et construisent les savoirs avec les étudiants. Elle est ouverte sur le monde à 360 degrés. C'est aussi une école de la vie. Elle offre un parcours dense et exigeant, résolument transversal, transdisciplinaire, transculturel, transcultuel, transsocial et je dirais même transgénérationnel. Elle est ancrée dans la contemporanéité parce que le passé n'a d'intérêt pour nous que s'il fait sens dans le monde que nous construisons. Après 5 mois d'existence, les résultats dépassent mes espérances. Plaisir d'apprendre, curiosité, implication, intérêt pour la transversalité dans tous les domaines proposés, structuration de la pensée et du discours, qualité relationnelle accrue, amélioration de l'expression personnelle, découverte de talents inexplorés, clarification et construction d'un projet d'avenir. Un jeune ami, étudiant du LIFT, m'a demandé à 2 reprises, « Élie, pourquoi as-tu créé le LIFT ?» Égoïstement, lui ai-je dit, je l'ai créé pour moi, pour explorer, éclairer et affiner ma propre voie en croisant et en m'enrichissant de la tienne. Je l'ai aussi fait pour une alternative, un lieu où on apprend à apprendre, un lieu où on apprend à s'apprendre pour construire et consolider la confiance et l'estime de soi. Acquérir des outils de recherche et de communication, élargir ses connaissances, découvrir la nécessaire transversalité des savoirs et faire de nouvelles expériences, et aussi s'émerveiller encore du monde avec les 25 tuteurs extraordinaires qui nous accompagnent. Ensemble, nous pouvons faire la différence, et la différence, elle est virale et contaminante. Cette école est pensée en hommage à mes parents, qui m'ont soutenu, à mon père, ce phare, aux étudiants et professeurs qui m'ont accompagné, et surtout à quelques étudiants et quelques professeurs qui m'ont instruit et qui m'ont inspiré. À vous tous, je vous dis, ma porte est ouverte. J'espère que nos chemins se croiseront pour construire ensemble un monde inattendu, plus responsable, plus juste, plus aimant et plus beau. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de soirée.